Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure de votre journal. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2017. Voici les titres. Le milieu très fermé de la haute horlogerie entend mieux se faire connaître. Le salon international qui réunit les professionnels chaque année à Genève ouvrira ses portes pour la première fois aux particuliers ce vendredi. Nous verrons pourquoi. Nous prendrons ensuite de la hauteur, direction le Semnoz. La station familiale se lance dans un important plan d'investissement. L'objectif n'est pas d'accueillir plus de monde, mais mieux. Nous ferons le point sur le projet dans ce journal. C'est donc une première. Le célèbre Salon international de la haute horlogerie de Genève ouvre ses portes au grand public pour la première fois de son histoire. Cette journée aura lieu demain, vendredi, de 11 h à 18 h. Il y a tout de même quelques conditions. Le nombre de places est limité. Il faut s'inscrire en ligne et payer un ticket d'entrée de 65 €. Le rendez-vous était avant tout destiné aux professionnels du secteur cette semaine. Chaque année, près de 15 000 visiteurs sont présents sur le salon. Jean-Paul Crespi est allé y faire un petit tour. Pièce unique et exceptionnelle, montre appartenant à l'histoire de l'horlogerie de luxe, le Salon international de la haute horlogerie met en lumière les grandes maisons horlogères de prestige et des artisans horlogers d'exception. Pour sa 27e édition, ce salon professionnel, véritable indicateur économique de la haute horlogerie suisse, change de cap. Il s'agrandit et ouvre ses portes au public pour une journée. Une marche en avant jugée nécessaire car le secteur est chahuté depuis plus d'1 an par un franc suisse fort et un recul de plus de 10% en valeur et en volume des exportations. Vous avez toute une frange de cette nouvelle haute horlogerie qui est incarnée donc dans le carré des horlogers, où effectivement vous avez une horlogerie beaucoup plus disruptive, beaucoup plus inventive. On donne l'heure même avec des fluides. On est sur des choses oui, beaucoup plus avant-gardistes quelque part. Et c'est bien parce que ça balance aussi l'offre des maisons historiques qui ont aussi cette capacité de créativité, d'innovation, de renouvellement encore présente aujourd'hui et surtout dans la réinterprétation souvent de leur modèle iconique et emblématique. Dans les allées du salon, les professionnels et des visiteurs privilégiés profitent des espaces des maisons horlogères pour concrétiser leur catalogue. Dans le carré des horlogers, une fondation interpelle. Son objectif est double, sauvegarder un savoir-faire manuel et former des apprentis à la réalisation de montres d'exception entièrement fabriquées à la main. C'est difficile de voir, pour premier regard, quelle montre a été faite avec dernier parc machine. Mais si vous allez de plus en plus proche, vous allez voir des différences et vous pouvez voir cet aspect humain. Il y a une main derrière chaque pièce. De 2000 à 3000 clients et curieux pourront venir découvrir le vendredi 20 janvier les nouvelles pièces des exposants au SIAH, après s'être préenregistrés en ligne. Au total, plus de 14 500 personnes, dont 1200 journalistes, sont attendus au salon pour admirer ces montres si singulières. Vous le savez, la France traverse depuis le début de semaine une vague de froid, entraînant une hausse significative de la consommation électrique. RTE, le gestionnaire du réseau français, craignait un pic ce jeudi. Pour le moment, il ne prévoit pas de mesures exceptionnelles pour y faire face, comme des coupures. Parmi ces mesures, justement, les coupures d'électricité chez les industriels volontaires. Ils sont évidemment indemnisés en contrepartie. Et parmi ces volontaires, l'entreprise Trimet de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour information, ces coupures peuvent aller de quelques minutes à plusieurs heures. Depuis le début de l'année, les regroupements de communes et d'intercommunalités se multiplient en Pays de Savoie. Longtemps ralenti et sujette à des recours, la communauté d'agglomération de Thonon a finalement été mise en place au 1er janvier. Depuis vendredi dernier, elle a même un président. C'est avec 3 voix d'écart que Jean Neury a été élu face à Jean Denay, maire de Thonon. Il était jusqu'alors le président de la communauté de communes du Bas-Chablais. On fait le point avec Camille Rivollet. Antilly-sur-Léman, Margencel, Douvaine, au total, ce sont 25 communes, celles des collines du Léman, du Bas-Chablais et la commune de Thonon, qui se sont réunies pour former Thonon Agglomération. Avec plus de 82 000 habitants, ce regroupement constitue une entité importante dans le bassin lémanique. Au domaine de Thénières, le président, élu depuis quelques jours seulement, prépare déjà la suite. Le premier projet, il a déjà commencé un peu, mais c'est surtout de mettre en place cette nouvelle communauté d'agglomération. Donc il faut tout harmoniser, les procédures, les tarifs,
pour qu'on ait une possibilité de bien travailler ensemble pour le bonheur de notre territoire. Du côté de Thonon aussi, la réunification se met petit à petit en place et les nouvelles compétences de l'agglomération rentrent en compte dans l'élaboration des projets. Notre grande ambition, elle est autour de la mobilité, puisque nous avons un retard historique et que dans les 3 ans qui viennent, nous aurons à la fois la mise en service de Léman Express, la DUP sur l'autoroute Machy-Thonon avec un certain nombre de pénétrante qu'il faudra rapidement étudier. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise très rapidement sur les problématiques de mobilité et étendre évidemment le dispositif de transport urbain du CIBAT sur l'ensemble du territoire. Parmi les nouvelles compétences, il y a celle du tourisme par exemple, avec la volonté de créer plus tard un office du tourisme intercommunal. On part en montagne. Sur les hauteurs d'Annecy, la station du Semnos se modernise. L'aménagement de la station a été validé par les élus du conseil communautaire d'Annecy. L'idée des enneigeurs a, elle, été abandonnée. Un projet de 7 millions d'euros qui verra le jour dès l'hiver prochain. Alors qu'est-ce qui va changer? Élément de réponse avec Pauline Courceau. C'est le dernier hiver pour le télésiège du Belvédère. L'an prochain, il sera remplacé par un 6 places débrayable et plus rapide, pour un montant d'un peu plus de 5 millions d'euros. C'est indispensable parce que cette remontée, c'est vraiment la colonne vertébrale de la station. Et il faut qu'elle soit accessible par tout le monde. Vous voyez, il y a du monde. Hein. Il faut qu'elle soit accessible par tout le monde. Et on avait pas assez de débit tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Il y a une demi-heure de 30 minutes de file d'attente. Ça devenait insupportable. Donc on va vraiment améliorer la chose. L'idée, ce n'est pas d'amener beaucoup plus de monde au Semnos, c'est plutôt que quand notre capacité de stationnement est atteinte, que les gens puissent skier normalement sans avoir une demi-heure de file d'attente. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer, ce n'est pas de développer à outrance. 2 autres téléskis seront également renouvelés. La station construira également un tapis roulant couvert côté Bauges. Le but, une plus grande accessibilité à tout le domaine pour les plus jeunes et les novices. En revanche, le projet des enneigeurs a lui été abandonné. Les opposants parlaient d'un trop gros impact sur l'environnement. Mettre des enneigeurs, c'est mettre le doigt dans une mécanique à la rentabilité, puisque des enneigeurs coûtent quand même assez cher, qu'il faut les rentabiliser. Et donc, en mettre quelques-uns, on nous disait ce sera quelques-uns au pied des pistes, notamment pour permettre en début de saison une ouverture du domaine plus rapide. Oui, sauf que quand on met le doigt là-dedans, derrière, ça aurait été, à mon avis, sur l'ensemble des domaines, sur à moyen terme, en tout cas, on aurait dû couvrir tout le domaine. Bonne nouvelle aussi pour les skieurs, aucune augmentation des prix des forfaits n'est prévue. Pour tous, la station du Semnos doit rester aux Annéciens. Nous, aujourd'hui, il est question de continuer à l'utiliser tout en le préservant. Mais surtout de permettre aux gens de venir et de s'en satisfaire, d'être heureux de venir en peu de temps sur ce site. D'autre part, nous avons tous les scolaires qui, aujourd'hui, grâce au Semnos, en règle générale, dès la 6e, savent skier. Les familles qui n'ont pas trop de moyens peuvent toutes monter skier au Semnos et le lendemain, dans la cour de l'école, l'enfant fait du ski. Les aménagements démarreront cet été pour une mise en service dès l'hiver prochain. En attendant, la saison est-elle bel et bien lancée? Après un premier épisode de pollution long de plus d'1 mois, la vallée de l'Arve connaît un nouveau dépassement des seuils d'information pour les particules fines avec 53 microgrammes par mètre cube. La ville de Sallanches est la plus touchée avec 71 microgrammes par mètre cube. On termine avec le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée aux distillateurs ambulants. Le président du groupement des distillateurs des Savoies va tirer sa révérence. Il passe sa tournée à son cousin qui continuera de distiller sur son circuit, une passation de savoir très réglementée. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. À Maglan, les familles Munier sont distillateurs ambulants et perpétuent la tradition depuis 1926. Mais pour l'un d'entre eux, cette campagne marque la fin d'un très long engagement pastoral. Il prend sa retraite avec la certitude du devoir accompli. Au mois de février, la chaudière de son alambi s'éteindra une dernière fois et avec elle, un savoir-faire ancestral et sa part de mystère. J'ai commencé en 78 avec mon père. Ça va faire bientôt 40 ans. Et voilà, j'ai soutenu la profession pendant 20 ans.
Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et puis maintenant, ben voilà, on est un peu trop au niveau du département. Il faut que les anciens laissent la place aux jeunes. Voilà. Et c'est dans cette optique-là que j'arrête le travail. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a un passage là. Et c'est vrai que j'ai côtoyé beaucoup de gens, des gens très 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 intéressants, qui m'ont apporté beaucoup. Et c'est une profession extra. Il faudrait que ça dure. Les bouilleurs de cru de sa tournée ne seront cependant pas orphelins de l'alambie. Son cousin assurera sa mission dès l'année prochaine, lui qui distille par la vapeur de la poire, de la prune ou encore de la pomme, les transformant en eau de vie sur les places d'autres hameaux et villages. Toutes les alambies s'appelaient les marraines, mais bon, c'est comme ça. Mais non, on ne les a pas baptisées. C'était pas comme les batteuses dans le temps qui avaient un prénom. Non, les alambies n'avaient pas de surnom. Tous les gens qu'on rencontre qui ont 60, 70 ans, 80 ans, qui nous racontent des histoires, oui, il y a beaucoup de nostalgie. Beaucoup, beaucoup. Et on en apprend tous les jours. Et mon successeur, je pense que ça va être mon neveu, donc le fils à mon frère qui est décédé, qui est mordu de ça et qui vient tout le temps avec moi et qui va continuer. Avec sa tuyauterie, ses vases, ses vannes et ses cadrans, les alambies possèdent de faux airs de petites locomotives et ne cessent de nous rappeler des temps anciens. Pour tous les distillateurs ambulants et les bouilleurs de cru, préserver ce patrimoine est un devoir pour que cette tradition ne tombe pas définitivement dans l'oubli. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, retrouvez le magazine Solidarité où nous parlerons handicap sensoriel. Juste après, retrouvez Alexis-Olivier Sbriglio pour Panier de chef. Passez une très belle soirée.